cette deuxième table ronde, effectivement, on va la consacrer à la coopération transfrontalière et voir un petit peu comment un territoire peut se développer grâce à ça. Donc, je vais appeler 4 intervenants, tous des hommes, désolé. D'abord, Jean-Michel Sterlet, vous êtes responsable du développement transfrontalier à l'ADIRA. Sébastien Meunier, vous êtes directeur de la transformation industrielle à Basel Area Business and Innovation, donc à Bâle. Vous êtes français, pas suisse, mais vous venez donc de Bâle, on va pouvoir évoquer ça. Joël Berger, vous êtes directeur de C2ZIM. Bonjour, venez nous rejoindre. Et enfin, il me manque Alain Dieterlen, enseignant-chercheur, professeur des universités à l'IUT de Mulhouse. Par ailleurs, vice-président de Eurocorps UHA. Pardon, Eucor. Exact. Pour commencer, je pense qu'en introduction, ce serait bien de présenter 2 structures que l'on ne connaît pas nécessairement très bien. D'abord, Basel Area et C2ZIM avec Joël Berger. Joël Berger, est-ce que vous pouvez commencer? Vous venez de Lorraine et C2ZIM, c'est effectivement une spécificité lorraine. Oui. Merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, juste une observation sémantique avant de présenter le C2ZIM. Il est opportun, me semble-t-il, de rappeler que les clusters sont des réseaux d'entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés localement et souvent sur la même filière de production. L'approche du C2ZIM ne vise pas à développer un cluster d'entreprises dans une filière, mais d'accélérer la réalisation de projets industriels en développement ou en croissance. À ce titre, le C2ZIM... Attendez, oui. À ce titre, comme ça je vous vois, c'est plus simple, hein, c'est quand même plus correct. Le C2ZIM a pour mission d'amplifier les actions d'une communauté d'acteurs à la fois scientifiques, académiques, financiers, institutionnels, industriels et de transfert de technologie. Autour d'un projet industriel, comment on va accélérer ce projet industriel, lui permettre d'arriver le plus rapidement possible sur le marché en mobilisant ses acteurs et ses compétences et ses financements au même instant. Donc le C2ZIM a été créé depuis 2015. Nous travaillons sur les 4 départements lorrains du Grand Est. Il est présidé par Valérie Debord, la vice-présidente du Conseil régional Grand Est. Et nous avons aujourd'hui accéléré plus de 250 projets. À la fois des jeunes entreprises en croissance, 40%, des PME, PMI, 40%, et 20% de TI ou des grands groupes. Quand je parle de grands groupes, je vais pas aider ArcelorMittal, mais je vais aider le site industriel du grand groupe à rester, puisque la compétition est à l'intérieur des sites industriels, sur les territoires lorrains du Grand Est. Avec une coopération qui se fait en fait avec la SAR et le Luxembourg. Alors, principalement de votre côté. On a développé depuis cette année une coopération dans le cadre de la Grande Région. Permettez-moi de vous préciser ce qu'est la Grande Région. La Grande Région, c'est les territoires lorrains du Grand Est, le Grand-Duché de Luxembourg, les Landes de Sarre et de Rhénanie-Palatinat et la Wallonie. Donc depuis cette année, nous avons lancé une démarche d'euro-accélération. Cette démarche d'euro-accélération a été initiée par le commissaire Nicolas Schmit, européen, le commissaire Nicolas Schmit, Valérie Debord, vice-présidente du Conseil régional Grand Est, et Corinne Cahin, ministre luxembourgeois à la Grande Région. Et nous avons initié à la fois lors d'un tour de table, et nous avons mis en œuvre cette démarche d'accélération transfrontalière avec déjà 2 commissions devant lesquelles ont planché 9 projets. À la fois des projets lorrains et à la fois des projets luxembourgeois et sarrois. D'accord. On y reviendra. Sébastien Meunier, vous êtes directeur de la transformation industrielle à Basel Area. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la structure de façon assez courte? Oui, bien sûr. En quelques mots, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Basel Area est une structure commune à 3 cantons, le canton de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le canton du Jura, pour 3 missions. La première, c'est le soutien à l'innovation des entreprises. La deuxième, c'est la promotion de la région pour attirer des investisseurs étrangers. Et la troisième,
c'est de manager le parc suisse d'innovation Basel Area. Nous avons 4 sites sur la zone, plus de 50 000 m² disponibles pour développer l'innovation. Voilà, très court. D'accord, oui, très bien. Donc on a vu ces deux hymnes. La question que j'ai envie de vous poser, Jean-Michel Sterlet, c'est finalement, est-ce que l'ADIRA est le pendant de ces deux hymnes, le pendant alsacien? Parce que finalement, on a l'impression que vous avez quand même des fonctions qui sont proches. Oui, elles sont assez proches. Il faut savoir que l'ADIRA, l'Agence de développement économique d'Alsace, a un fonctionnement bicéphale. D'un côté, l'industrie, les mondes de l'entreprise. Donc là, on rejoint nos collègues lorrains. Mais de l'autre côté, l'autre dimension qu'on développe beaucoup, c'est la dimension territoriale avec les élus locaux. Parce qu'en fait, il faut un lien fort entre territoire et industrie. Et c'est ce qu'on a développé ces 50 dernières années en Alsace, parce qu'on a bien compris que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Et nous sommes entre cette jonction entre ces deux mondes. D'accord. Alors, on parle de coopération transfrontalière. Alors, c'est bien de mettre des définitions. Alors, pourquoi elle est nécessaire? Qu'est-ce qu'elle apporte? Quelle définition vous lui donnez à la fois à Alain Dieterlen et Sébastien Meunier? Quelle définition pour cette coopération transfrontalière? Dans l'ordre, je démule. Donc, alors, la coopération transfrontalière, moi je la vois au niveau des universités, puisqu'elle existe depuis un certain nombre d'années. Là, on sait qu'il y a les universités de la grande région qui travaillent sur le nord de la grande région. Et puis nous, sur l'axe, on va dire Strasbourg-Mulhouse, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans un environnement qui s'appelle EUCOR, que vous connaissez, vous avez sans doute entendu parler, qui réunit les deux universités du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, Bâle, Fribourg et le KIT à Karlsruhe. Donc c'est quand même... Et ce regroupement d'universités en 2016 a décidé d'avoir une entité juridique qui est un GECT, un groupement européen de territoire, coopération territoriale, pardon. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un acteur du terrain qui amène les universités à travailler ensemble. Alors travailler ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager des formations, donner des opportunités aux étudiants sur de la mobilité. Je pourrais en dire un peu plus ce que ça peut apporter à des étudiants par rapport aux besoins que l'on a dans nos métiers, en termes d'agilité, mais c'est important, et surtout en termes de compétences, d'échanger, de travailler sur les compétences communes et de les développer en commun. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé un certain nombre d'axes communs au niveau de corps sur lesquels on travaille collectivement, les laboratoires, et ça diffuse dans les formations. Bon. Sébastien Meunier, votre définition de la coopération transfrontalière, je l'aime beaucoup avec cette analogie, enfin, notamment quand vous parlez de Bâle et Strasbourg, qui n'ont que la moitié de la vue si Bâle ne regarde que la Suisse. Effectivement, quand on développe des opérations trinationales ou binationales, on a 4 objectifs principaux. Donc c'est-à-dire, on est toutes des villes frontalières, donc on a un rayonnement à 180 degrés, il nous manque 180 degrés. Donc ça veut dire que c'est 180 degrés de territoire où on n'a pas d'opportunité, on n'a pas facilement la possibilité d'accéder aux entreprises, au savoir-faire et tout ce qui se passe. Donc ça, c'est un des points fondamentaux. Bâle est bien, il est coincé entre... il a le sud, il y a les montagnes au sud, et puis au nord, il y a la France et il y a l'Allemagne. Donc on est dans une zone où le rayonnement, naturellement, mais pas tout à fait naturellement, c'est plus compliqué, peut aller vers la France ou vers l'Allemagne. Donc c'est d'avoir plus d'opportunités, plus de compétences. Les compléments de compétences, je reviens avec Alain, c'est ce qu'a dit Alain tout à l'heure, on ne sait pas tout faire à Bâle. On sait faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout faire. Et pour les challenges auxquels on fait face, il nous faut plus de compétences, il nous faut des expertises supplémentaires. Le troisième point, c'est le partage de ressources. Quand j'écoutais la conférence, la table ronde juste avant, on a les mêmes problématiques avec les entreprises suisses qu'avec les entreprises françaises et les mêmes que les entreprises allemandes. Pourquoi on fait tout en double ou en triple? Mon ressource, même si la Suisse est présentée comme un pays riche, on n'a pas suffisamment de ressources pour aider tout le monde. Et si des Français, des Alsaciens et des Allemands peuvent se mettre ensemble pour développer quelque chose, on a tout à gagner. Et puis, la troisième, qui est peut-être le quatrième point pour lequel je le fais, c'est que tout seul, dans les sciences de la vie, on est connu, mais encore pas vraiment connu. On est en concurrence avec Shanghai et Boston, il ne faut pas rêver. Mais si on se met ensemble sur une thématique, si on prend Freiburg
Freiburg avec un hôpital universitaire, avec une usine de Pfizer qui est une des meilleures usines et plus performantes usines en Europe au niveau de la production de médicaments. Si on prend tout ce qui se passe au niveau de la santé à Strasbourg, là on a un pôle, mais encore faut-il se mettre ensemble. Et là on a un potentiel de visibilité. Sur l'industrie 4.0, on est bon, mais on n'est pas les meilleurs. Les Allemands sont bons, mais la région de Karlsruhe n'est pas la meilleure. Mais si Strasbourg, Karlsruhe et Bâle se mettaient ensemble sur cette thématique-là, on aurait une chance d'être visible et de montrer notre savoir-faire et d'attirer des talents. Et tout le reste découle. Mais pour ça, il faut collaborer. Alors, j'ai aussi une deuxième casquette, je ne vais pas présenter tout à l'heure. Je suis président du groupe d'experts innovation en conférence du rang supérieur et on est en contact régulièrement avec nos différents collègues des institutions du rang supérieur pour dire mais comment on fait pour échanger ces idées, pour les mettre ensemble et puis lancer des choses. On a tout. On a la technologie, on a le savoir-faire, on a les hommes, on a les femmes, on a tout ce qu'il faut. Allons-y. On va regarder ça ensuite. Donc, je vous rappelle que le rendez-vous est supposé balayer l'ensemble de la région Grand Est. Alors, je ne vais pas ouvrir une battle entre les Lorrains et les Alsaciens. À travailler un petit peu cette table ronde, j'ai l'impression que C2IM est plus abouti que sur l'axe rhénan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que C2IM est un exemple à suivre ou finalement chacun a ses méthodes? Monsieur Berger. Jusqu'à présent, dans la grande région, on avait fait le constat que c'était des discours d'attention. Il faut travailler ensemble. Là, c'est vrai que ça a été fait par l'université de la grande région et qui représente plus de 140 000 étudiants et 10 000 chercheurs. Donc on voit que c'est un point. Et l'approche du C2IM et de l'euro-accélération, c'est de travailler autour de projets industriels. Parce qu'autour d'un projet, les gens, d'abord, les acteurs vont se l'approprier et vont se mobiliser sur un projet. On sort de l'incantation. Et grâce à ce travail autour d'un projet, ils prendront l'habitude après de travailler ensemble, de développer des partenariats. Donc toute l'ADN du C2IM et de l'euro-accélération, c'est comment, autour d'un projet industriel, puisque dans les matériaux, l'énergie et les procédés, et nous avons élargi à d'autres secteurs communs au territoire de la grande région, nous allons mobiliser des acteurs à 360, que ce soit des acteurs industriels, que ce soit des acteurs R&D, financiers ou institutionnels au même instant. Et il y aura un retour sur investissement pour tout le monde, pour tous les acteurs. Et tout ça au bénéfice du chef d'entreprise. Notre ADN, c'est comment je fais gagner du temps aux chefs d'entreprise pour arriver le plus rapidement sur un marché et comment je fais pour leur faire perdre le moins possible. Donc voilà, je dis, mais c'est une piste aussi. Je crois qu'il faut qu'on sorte aussi en France des guichets uniques. Et chaque territoire a ses spécificités. Donc comment monter des processus par rapport au territoire? Ne comparons pas, je veux dire, ici et la grande région. Faisons comment nous pouvons créer des ponts et des synergies entre nos deux axes. C'est ça qui est important, je crois. Monsieur Sterlet, au niveau de la DIRA, est-ce qu'il y a effectivement des échanges sur les bonnes méthodes, les bonnes pratiques pour développer une telle coopération transfrontalière? Déjà là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites entre d'un côté mon collègue suisse et puis le collègue lorrain. C'est vrai que, juste une petite parenthèse, la Suisse est un pays riche. Pourquoi? Parce qu'il donne peu de subventions. L'écosystème fonctionne avec très peu de moyens publics. On avait fait une étude il y a quelques années à la DIRA, les pôles de compétitivité et les clusters. Nous, on a des pôles de compétitivité de 20-30 salariés qui animent, qui font un très bon travail. En Suisse, un cluster similaire, c'est 0,5 personnes. Peut-être une personne qui est financée à moitié par les entreprises, l'autre partie donc ça, c'est un élément important. Ce n'est pas une question de moyens d'argent public, c'est plus une question de réseau. Et là, je rejoins le collègue. C'est qu'aujourd'hui, on a développé, depuis 30 ans, on a investi en Alsace dans un écosystème d'innovation. Il est performant. Les universités, les structures de transfert, les plateformes technologiques, les agences, on a ce qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est plus de coordination, plus de travail déjà entre nous. Mais je pense que là, on a fait d'énormes progrès. Et la prochaine étape, c'est nos collègues allemands. Les Allemands ont fait la même chose que nous, du côté du Baden.
du côté de l'Arena, partout, on a créé des écosystèmes de l'innovation avec pas mal d'acteurs qui fonctionnent bien entre eux. Et le Rhin, en fait, quand vous allez sur le Rhin, vous avez une juste apposition de ces 3 écosystèmes. Et en fait, le travail, c'est maintenant de créer ces passerelles. Alors, avec Sébastien, mon cher président, puisque je suis dans ton groupe, on est en train de créer des liens entre ces réseaux pour que les gens se rencontrent, travaillent sur des projets. Et le deuxième enjeu dans tout ça, une fois qu'on a créé ces réseaux, c'est de détecter les projets. Et ça, c'est très, très difficile. Les projets industriels, aujourd'hui, les industriels veulent aller vite. Quand on voit arriver des cluster managers et tout ce qu'il en faut, ils s'en méfient toujours un peu parce qu'eux, ils pensent plutôt en opérationnel. Et c'est là qu'il faut que nous, on arrive à mettre de la confiance. Et pour mettre de la confiance, il faut qu'on arrive à démontrer qu'on arrive à faire des choses rapides. Et votre discours, Laurent, me plaît bien. Alain Déterlaine, en tant que professeur des universités à l'UHA, on parle effectivement de coopération transfrontalière aujourd'hui en matière économique et industrielle. Finalement, est-ce que la coopération transfrontalière, elle n'est pas uniquement ou trop souvent abordée sur un seul prisme? Alors finalement, ça passe à la fois par l'aspect culturel, l'apprentissage de la langue. Je veux dire, la coopération transfrontalière, elle s'apprend, je dirais, dès le plus jeune âge, dès l'université. Oui, si la coopération elle reste sur le plan linguistique, c'est un cliché. Hein. Je pense que c'est vraiment très différent. Ça fait très longtemps que les universités collaborent, travaillent ensemble. Et quand je dis collaborer, c'est des clusters, c'est des projets communs. Il y a un grand nombre. Alors on profite, comme dans le Nord, de projets Interreg, sur lesquels on monte beaucoup de projets, dans lesquels sont impliqués des industriels. Donc il faut sortir clairement de ce cliché. Il y a une vraie habitude des universités à travailler avec le monde industriel. Je vois au quotidien, pour être vice-président valorisation, qu'il y a un gros travail à faire encore dans la tête des gens, à faire passer ce message. Tant mieux si j'ai l'occasion de le dire aujourd'hui. Mais vraiment, il y a un travail de fond. Et l'idée aussi de travailler collectivement avec les universités, c'est d'être convaincant auprès des industriels, de montrer que si nous n'avons pas la compétence à Mulhouse, même si on en a beaucoup, mais on peut la trouver à travers les collaborations que l'on a. Et on pourra rassurer. Alors, on a d'autres opérateurs. Je vois, il y a des instituts de recherche du côté allemand, du côté des Fraunhofer. Du côté français, on a des instituts Carnot qui ont leurs spécificités, qui savent très rapidement prendre des contacts avec les industriels. Ceci fonctionne. Il n'est peut-être pas suffisamment connu dans le milieu industriel, mais ceci fonctionne bien. Quand vous allez voir un institut Carnot ou un Fraunhofer, vous allez venir avec une question, on vous donne une réponse dans les 48 heures ou dans la semaine, on vous dit c'est faisable, c'est pas faisable, avec qui et comment. Et ça, il faut l'entendre, on n'a pas souvent l'occasion de le dire. C'est vraiment important, on n'est pas un acteur juste... Et c'est l'image que l'on a, et je pourrais raconter mon avis pourquoi on a cette image-là. On n'est pas juste un acteur de la formation. L'université, c'est une entreprise et qui doit aussi travailler. On cherche des moyens financiers pour pouvoir développer ceci, que ce soit Mulhouse, Strasbourg ou autre. Mais le fait de s'associer, tout à l'heure on parlait de chiffres, le budget des 5 universités de Corse, c'est 3 milliards. Bon, voilà, c'est quand même une industrie, quoi. Et puis avec beaucoup de contacts avec des industriels. Oui, mais visiblement, c'est pas si facile de trouver des candidats pour partir, alors, effectivement. Voilà, alors ça, c'est un autre... Alors, tout à l'heure, on parlait d'attractivité. De toute façon, entre la table ronde précédente et là, il y a énormément de points communs. L'attractivité, on peut se dire que dans notre environnement, on a beaucoup de jeunes qui parlent les langues et qui n'ont pas trop de difficultés. Oui, sans doute plus que dans d'autres régions. Même nous, à l'université, où on est à l'origine de beaucoup de formations bi- ou trinationales, donc qui drainent des étudiants, mais en fait, on n'a pas tant d'étudiants que ça qui sortent. Et pourtant, je dirais qu'on est même un bon exemple, parce que localement, autour de Mulhouse, avec la proximité plus grande de la Suisse et de l'Allemagne, on a beaucoup d'étudiants qui traversent la frontière tous les jours, avec des formations adaptées, des formations qui ont été créées. La plus ancienne formation trinationale, certains d'entre vous connaissent peut-être Mécatronique, elle a plus de 20 ans, donc on a un vrai savoir-faire. Où les étudiants sont une partie du temps en Allemagne, en France et dans leur entreprise. Donc c'est vraiment intégré. Donc on sait faire, on sait le faire à la carte aussi, parce que ça répond à des besoins. Là, on est dans l'industrie du futur, sur la mécatronique, donc c'est un sujet que l'on a abordé aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce que ça apporte de plus? D'ailleurs, je ne voulais pas le dire, mais un étudiant aujourd'hui ingénieur en France, il a un correct niveau d'anglais.
Qu'est-ce qui va le différencier aujourd'hui dans notre région d'un autre? Ils ont tous un niveau d'anglais. Ici, ils peuvent avoir un niveau d'allemand en plus. Et quand on regarde avec l'université franco-allemande, il y a une étude de fait, la durée, on parlait d'attractivité, les étudiants qui ont des formations de ce type-là, en fait, leur premier emploi, il est beaucoup plus long dans l'entreprise. Ça veut dire que quelque part, ils trouvent un travail plus adapté qui leur convient mieux. Je trouvais ça vraiment important, cette notion d'attractivité. C'est montré par des chiffres que l'intérêt de ces formations-là, même si le premier pas, ou au bout du compte, on va parler en anglais dans ces formations-là et dans ces domaines-là, mais le premier pas d'y aller vers les collègues allemands ou suisses en allemand, c'est très bien. Alors, ce qu'on entend souvent dire, on parlait des 30 000 personnes qui vont traverser la frontière, c'est l'attractivité des talents, les retenir, mais les jeunes partent et reviennent. La clé, c'est aussi de comprendre la culture, finalement. Oui. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Le business, mais si on comprend Tout pas à fait. la culture... Alors ça, c'est intéressant. Alors, quand vous avez des jeunes qui passent une année en Allemagne, une année en Suisse et qui reviennent, je peux vous dire qu'en termes d'agilité, dans leur tête, ça, c'est un phénomène qu'ils connaissent bien. Et quand on les retrouve dans les entreprises et qui font un stage sur des niveaux bachelor, qui sont souvent des formations où les stages sont presque du niveau ingénieur, les entreprises nous disent, vous en avez d'autres, des comme ça. On aimerait bien en produire d'autres, des comme ça, mais comment on fait pour en attirer plus? Et ça, c'est un combat collectif. Ce n'est pas juste les universités qui doivent être plus attractives, mais c'est finalement aussi derrière l'industrie qui doit montrer que dans ce domaine de l'industrie 4.0, c'est tellement vaste, il y a tellement de belles choses à faire pour être positif. Je pense que c'est ça aussi. Cette agilité-là, on l'acquiert à travers ce genre de formation. Et ça, c'est l'avantage que l'on a. On n'a pas besoin de faire plus de 50 km pour pouvoir développer cette compétence-là. D'accord. Une question qui s'adresse à vous quatre, mais Sébastien Meunier, je vais vous demander d'y répondre d'abord. Quelles sont les similitudes et les différences dans l'approche de la coopération transfrontalière entre Suisses, Allemands, Français? Quelles similitudes et quelles différences voyez-vous au quotidien? C'était l'accueil à 10h, de mémoire. Tiens, bien, il marche. Écoutez, on va changer. Désolé, faut que je répète ou ça a été... Vous avez compris? Merci. Après, je discutais avec un chef d'entreprise qui a du personnel allemand et suisse, allemand et français sur le coin de Saint-Louis, qui me dit, quand j'ai une technologie à développer, on vérifie que cette technologie, elle est adaptée à mon cas, à mon utilisation. Si je suis sûr que cette technologie, ou pratiquement sûr que cette technologie, c'est celle que j'ai besoin, je mets un Allemand dessus, parce que lui, il va jusqu'au bout et il ne change pas de direction. Si jamais je ne suis pas très sûr, je mets un Français qui va me faire un état des lieux, qui va aller regarder là, qui va faire ceci, qui va faire cela. Voilà, c'est-à-dire on a tous nos forces et nos faiblesses en fonction du besoin qu'on a. Mais il faut aller vers l'autre, comprendre l'autre et se dire, bon, ok, comment je fais? Après, je voudrais rebondir sur ce que disait Alain. Je veux dire, il y a une peur de passer la frontière. On a organisé des événements à Bâle. Il y avait 10% d'étrangers. Je dis étrangers, français, allemands. On a le même événement à l'Euro Airport. On avait 90% de français. C'est-à-dire, il y a une barrière, il y a une limite. Et ça, il faut le savoir, il faut aider, il faut passer. Et l'expérience, je crois, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, M. Berger. On démarre sur des intentions et on dit que dans l'état d'esprit, il faut faire du transfrontalier parce qu'on n'a que ça pour s'en sortir. Et la seule solution qu'on a maintenant, c'est de faire des projets concrets. Concrètement, il faut mettre des Français et des Allemands ensemble et des Suisses pour qu'ils s'apprennent à travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Sterling, pour la DIRA. Justement. Monsieur Garrier, il faudra, d'ici le 29, il faut que ça marche. Il note.
Voilà, donc, je disais, donc oui, notre approche aujourd'hui, c'est vrai que nous, ça fait 30 ans qu'on est dans la coopération transfrontalière. Moi, je passe beaucoup de temps en Allemagne pour comprendre un peu les différents systèmes, comment ça fonctionne. Et en fait, pour nous, il y a deux choses à la DIRA, c'est le collectif, et d'ailleurs, très bien qu'on soit ici, dans cette maison où le collectif a déjà été promu comme valeur essentielle il y a 200 ans, collectif et proximité. Et il y a quelques années, on a créé des réseaux de proximité résilients, qui est un réseau de proximité dans le Nord-Alsace avec tous les industriels, une cinquantaine. On a un autre avec Mme Leisgen sur Val-de-Villers, qui est ici aussi. C'est des réseaux où on apprend à travailler ensemble entre industriels, déjà se connaître. Et une fois qu'on se connaît, qu'on travaille sur des petites choses ensemble, on détecte des projets, on fait des choses. Il se trouve que les Allemands sont à peu près dans la même démarche. Et donc, il y a des réseaux de proximité qui existent 4.0 à Fribourg, à Karlsruhe, un peu partout, qui sont toujours sur des modèles de proximité. On est un peu sorti des grands modèles de cluster interrégional, on reste sur des proximités dans des bassins de vie, et du coup, on arrive à travailler ensemble. Et en ce moment, ce qu'on est en train de tester sur le nord de l'Alsace, avec Pamina, avec Karlsruhe, c'est en fait les animateurs qui sont dans ces réseaux, qui sont dans le quotidien, dans les entreprises, rencontrent leurs homologues allemands, et là, on échange pour trouver des croisements sur des thématiques très, très basiques. On parle de 4.0, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de petits sujets. Et donc, du coup, l'idée, c'est de créer, quand on voit des points de croisement, en France et en Allemagne, c'est de créer des équipes opérationnelles qui durent peut-être 3-6 mois pour travailler sur des sujets très pointus. Et c'est là qu'en fait, on est dans l'opérationnalité, dans le quotidien des chefs d'entreprise, et c'est là qu'on arrive à travailler sur ce genre de choses. Donc, on est en train de le tester. Et ensuite, une fois qu'on a détecté des projets où il y a de la consistance, on a à peu près autour de nous une multitude d'outils. Je veux dire, des plateformes technologiques, Connectus, Grand Test, l'agence d'innovation, des outils, on en a plein. Ce qui nous manque, à la base, c'est détecter des projets concrets dans les entreprises, que ce soit côté français et allemand. Et donc, en fait, tout ce travail d'animation collective et de proximité nous permet de les détecter. Et en fait, on est sur le modèle de notre collègue Laura, qui l'a très bien dit, faisons pas de copier-coller, construisons sur des pratiques et des choses qui existent sur nos territoires. Monsieur Berger, un mot sur les atouts et les points faibles de chaque acteur, parce que finalement, on parlait tout à l'heure de différences culturelles. Oui. Je suppose que ça se voit aussi au quotidien dans ces échanges. Alors, il y a une différence culturelle entre donc, le Grand-Duché, la Lorraine, le Land de Sarre et la Wallonie. Mais aujourd'hui, surtout depuis la Covid, on sent une envie de travailler ensemble sur des projets. Jusqu'à présent, chacun disait « oui, mais c'est mon territoire, ne venez pas sur mon territoire ». Aujourd'hui, le chef d'entreprise rencontre plusieurs difficultés aujourd'hui. Il y a le problème des compétences. Ça, aujourd'hui, avec les compétences sont très liées à l'innovation. Avant, on parlait d'innovation. Aujourd'hui, c'est innovation et compétences. Ça, c'est le premier problème. Donc, les chefs d'entreprise rencontrent un problème. Un deuxième problème, évidemment, vous le savez tous, c'est les circuits d'approvisionnement, donc remettre en œuvre les circuits courts. Et troisième problème, on a fait une étude au niveau européen. Vous savez, un des problèmes que rencontrent les chefs d'entreprise au niveau européen, j'espère qu'il sera confirmé, c'est comment ils vont renouveler leur parc industriel. Les études, les enquêtes européennes démontrent une montée en croissance de ce problème-là. Donc aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. Et les industriels sont les porteurs en plus. L'intérêt aujourd'hui, c'est que les industriels sont des porteurs de cette démarche et les politiques accompagnent cette démarche. Que ça soit l'UMM Lorraine, que ça soit la région Grand Est à travers Valérie Debord et les différents outils de la région Grand Est comme Grand Innov ou la BPI ou la Caisse des dépôts. Et d'ailleurs, le président Jean Rotner a souhaité, vous ne le savez peut-être pas, mais il est président aujourd'hui de la grande région. Et il a souhaité, Valérie Debord me l'a dit récemment, dans le cadre de sa présidence, il va présenter cet euro-accélérateur comme un outil opérationnel auprès de ses correspondants, que ce soit le Premier ministre luxembourgeois, les présidents des Landes allemands ou de la Wallonie. Donc aujourd'hui, on a un alignement des planètes. Donc profitons de cet alignement des planètes et comme le disait la DIRA, tout existe. Donc simplement, faisons coïncider ces planètes ensemble. Oui.
cette question des différences culturelles, pour moi, c'est le faux problème. Entre un Suisse, un Allemand et un Français, je veux dire, il y a des différences culturelles entre nous et un Chinois, ou un nous et un Japonais. Ça, et quand vous voyez des grands groupes, on a cité avant Novartis, ils ont aussi ces problèmes-là. Ils arrivent à les gérer. Donc aujourd'hui, les différences culturelles, elles n'existent pas vraiment et qui existent beaucoup dans notre tête. Et c'est à nous d'arriver à les surmonter. Alors, Monsieur Berger voulait ajouter quelque chose le temps que vous trouviez un... Non. Oui, et en fait, laissons de côté les différences culturelles et les langues. Ça, on le gère. C'est des questions d'hommes. Restons sur l'essentiel. C'est les filières d'avenir. On a eu le plan France 2030. Là, il y a toute une liste de nouvelles thématiques très intéressantes pour les territoires et les industriels. Avec des moyens, avec des organisations de filières, plaçons-nous sur ces thématiques-là. Côté allemand, ils le font pareil. Il y a une convergence aussi politique entre la France et l'Allemagne sur ces questions-là de l'hydrogène vert, du lithium, voiture électrique. Il y a plein de sujets, de la décarbonation. Là, il y a vraiment aujourd'hui, je pense, un bon contexte pour qu'on arrive enfin à avoir de la convergence et qu'on détecte sur notre territoire. Là, on a des leaders. On a parlé avant de BioValley, Suisse, Novartis. C'est un major, c'est une entreprise majeure qui tire tout son territoire. Et si on en a d'autres dans nos territoires, il faut qu'on les repère et qu'on travaille avec eux sur ces futures filières où il y aura vraiment des investissements. Et il faut qu'ils se fassent chez nous, parce que s'ils ne se font pas chez nous, ils se feront ailleurs. Ça, ce sont les projets que vous avez identifiés. Voilà, enfin... Quelques-uns. Quelques-uns, voilà. Monsieur Berger, vous vouliez intervenir après Oui. Monsieur Meunier. Ce qui nous rassemble tous, ici et en Lorraine et dans la grande région, on a la même culture de l'industrie. Je vous donne un chiffre. La grande région, c'est 700 000 emplois manufacturiers. C'est 12% du PIB de l'Union européenne. Donc on a cette même culture. Et à travers cette même culture, les chefs d'entreprise se rejoignent. Pour les chefs d'entreprise, les frontières n'existent pas. Les frontières administratives. Moi, je le vois à travers l'euro-accélération. Autour, et on développe de plus en plus, c'est ce que vous avez dit, des alliances industrielles. Parce qu'après avoir développé ces projets, ça permet des alliances industrielles. Et du coup, c'est des alliances industrielles à dimension de territoire. Il suffit d'1h30, 2 heures de route pour aller rencontrer l'autre chef d'entreprise. Et ça, c'est un avantage. Nos compétiteurs, ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. C'est la Chine, c'est d'autres trucs. Donc, donnons à nos industriels, mettons en œuvre tout ce que les industriels ont besoin pour aller faire aboutir leurs projets de développement et de croissance. Monsieur Meunier, vous voulez intervenir sur les filières de projet qu'a commencé à... Oui, je pense, et puis rebondir juste sur ce que me dit M. Berger. Je crois que la proximité, c'est un élément clé. Ça marche, oui. C'est un élément clé dans toutes nos actions. Il y a Novartis, il y a ces gros groupes ou ces gros pôles d'attraction et qui sont devant et qui tirent tout le monde. Mais il y a aussi plein de petites initiatives. Je crois qu'il faut aussi partir du terrain, comme les groupes dont parlait Jean-Michel, comme le groupe qu'on a franco-suisse avec la CIM, comme on a monté un accélérateur à Effort Challenge pour soutenir des projets dans l'industrie 4.0, avec première fois, enfin, en tout cas à ma connaissance, le seul jury trinational. On a mis 4 ans à le monter, on a 20 personnes, on a des Allemands, des Suisses et des Français. Et ils sont tous contents de travailler ensemble, ils sont tous contents de se rencontrer, de se connaître, des industriels, mais aussi... Vous ne vous rendez pas compte la valeur pour un projet d'avoir un retour de 20 industriels trinational pour dire mon projet il est génial, mais ça c'est un peu plus, il faudrait pousser ça, il faudrait pousser ça. C'est-à-dire il y a plein de petites initiatives. Alors je parle de celles que je connais, mais partout, et ça c'est le terreau pour l'avenir, pour développer tout ce qu'on va faire, tout ce qu'il faut et pour s'en sortir. Alors quel est le rôle du politique là-dedans ? Est-ce que l'élu est un accélérateur ? Est-ce que c'est un frein ? Parce que dès qu'on parle de coopération transfrontalière, c'est toujours je veux ça chez moi. Monsieur Sterlet. C'est un acteur important, notamment localement sur des projets de territoire.
il faut qu'il y ait une bonne combinaison entre élus, industriels et le territoire, hein. Je pense qu'il peut être accélérateur quand c'est un élu développeur. Après, on a aussi des élus plus politiques. Bon, là, c'est sûr que c'est d'autres sujets. Mais quand on a un élu développeur, je peux vous dire qu'on arrive à faire de belles choses, hein. Et moi, sur le territoire où je travaille à l'Adira, on a des élus développeurs. Et je vois la différence quand on a des élus plus politiques qui ont peut-être d'autres finalités. Et aussi des élus qui comprennent. Il ne faut jamais oublier qu'un élu local, avant d'être un élu, il avait une vie professionnelle. Et c'est toujours intéressant de repérer dans les élus que vous avez autour de vous, localement ou même au niveau national, qui a une expérience industrielle. Et c'est ceux avec qui il faut travailler parce que c'est ceux qui vous feront accélérer vos projets, hein. Monsieur Berger, on a l'impression qu'il y a une forte présence, effectivement, une forte implication des élus du côté de la Lorraine. Vous avez parlé de Jean Rotner, de Valérie Debord. Oui, dans la grande région, c'est vrai qu'il y a une forte implication des Et élus. qui pilote? Est-ce que c'est le politique ou c'est vous? Alors, en fait, c'est la rencontre de la puissance publique et des industriels. C'est cette puissance-là qui permet cet euro-accélérateur. Alors, les élus sont déterminants, parce que Valérie Debord pousse l'euro-accélérateur avec Jean Rotner, mais d'un autre côté, les ministres luxembourgeois aussi, et le commissaire européen aussi. Mais c'est cette conjugaison à la fois de la puissance publique et de la puissance industrielle qui fait le résultat. Enfin, pour, en tout cas, ce qui est la grande région, mais je pense que c'est le collègue de l'Adira l'a dit, il l'a spécifié, ou de Bâle aussi. Juste peut-être aussi un autre exemple plus ancien. On a cité avant BioValley. BioValley a été créé en 1994. C'est une forte volonté politique où l'essence de la vie devait déjà être un sujet supérieur. L'idée à l'époque, c'était de dire on crée un réseau, un cluster à Bâle, à Fribourg et à Strasbourg, qui devront chacun développer, et au-dessus une holding BioValley qui devait faire du marketing. C'était un projet politique. Sauf que, dans les faits, les entreprises n'étaient pas encore prêtes, les universités non plus, ce qui fait que ça a fonctionné. Ce qui a fonctionné finalement, c'est les réseaux de proximité, hein, Bâle, Strasbourg et Fribourg, mais la holding qu'on voulait à l'époque déjà, elle n'a jamais réussi à prendre, et c'est bien que ce Gaillet en a reparlé, parce que nous, on avait à l'Adira en 2010 fait une étude sur ce cas spécifique. Et on avait compris une chose, c'est qu'à l'époque, en 95-2000, c'était pas encore prêt. Les esprits n'étaient pas encore prêts. Mais aujourd'hui, ça a été dit à plusieurs reprises, que ce soit les élus, les entreprises, les collectivités, tout le monde est plutôt convaincu qu'il faut faire ce genre de choses. Et peut-être qu'on va recréer une BioValley à l'échelle du Rhin supérieur, parce que si on s'appuie sur les 3 clusters qu'on a cités avant, on a là un cluster qui est de dimension internationale, parce qu'aujourd'hui, BioValley Strasbourg, BioValley Fribourg et BioValley Basel n'ont pas la dimension internationale qu'elles pourraient avoir si elles étaient regroupées ensemble. Donc c'est quelque chose peut-être à relancer, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une nouvelle dynamique avec une nouvelle génération qui arrive. Monsieur Meunier, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste donner l'exemple de notre structure, Basel Business Innovation. On a un board avec un représentant de chaque canton, donc 3 représentants des cantons. Par canton, 2 industriels dedans, un représentant de l'université et un représentant de la chambre de commerce. Alors, je vous en prie. Sur le sujet, je pourrais donner un exemple concret. Là, on est sur l'université, politique et économie. Oui, finalement. Pas toujours simple, mais un projet concret avec une certaine réussite. Sur l'appui des politiques, un sujet extrêmement compliqué, c'est Fessenheim. Donc derrière, comment revitaliser le territoire. Alors, si on revient sur le transfrontalier, sur la différence de fonctionnement et l'appui des politiques du côté français, côté allemand, c'est pas toujours simple à manager, hein. Et puis nous, les universitaires, c'est pas notre métier, mais quelque part, il y a eu de forts appuis du côté allemand, parce que la centrale était quand même... il y a eu un accord franco-allemand qui a été signé. Donc les Allemands souhaitent porter des projets, on avance. Donc du côté allemand, et ce qui a été fait grâce au cluster de durabilité dans le cadre de Corps, on a pu présenter un projet autour des projets territoriaux sur différents axes dans le domaine des énergies renouvelables. Donc c'est ce qui a été construit par Eucor. Donc on profite de la connaissance que l'on a entre nous pour proposer aux politiques un projet qui est suivi depuis le début de l'année, donc qui est financé par un quart
la région Bade-Wurtemberg, un quart l'État allemand, un quart la région Grand Est et un quart l'État français. Alors après, je ne vous donne pas l'ordre dans lequel l'argent est arrivé, sinon certains seraient déçus, mais en tout cas, il y a toujours un premier et un dernier. Mais en tout cas, cet argent-là, aujourd'hui, est utilisé par les universitaires. L'objectif, dans le cadre de l'énergie, des énergies renouvelables, c'est de monter des projets pilotes à partir de ce qui peut exister, des collaborations que l'on a déjà avec les industriels, dans des domaines. Alors, je prendrai le premier en dernier, ou le dernier en premier, sur un sujet qui est quand même important, parce qu'il a déjà été souvent amené sur des problématiques socio-économiques et d'acceptabilité. Donc, les sciences humaines ont toute leur place. C'est un axe de ce projet. Évidemment, après, vous retrouvez 3 grands axes que l'on connaît tous, l'hydrogène, les batteries et les smart grids. Donc, on voit bien que là, ça a été une impulsion politique quand même fortement poussée par les Allemands, mais comme il y avait une vraie collaboration sur ce sujet franco-allemande, on en a tous bénéficié. Alors, on n'a pas oublié les collègues suisses, même si c'est pas que je ne veux pas me fâcher avec Sébastien, mais en fait, aujourd'hui, dans ce cadre-là, comme c'était une collaboration franco-allemande, politiquement, derrière, on a travaillé dessus, mais le cluster, c'est un cluster franco-allemand et suisse, puisqu'il est porté par Eucor. Donc là, c'est un exemple de l'argent poussé par des politiques pour pouvoir travailler et développer des projets. Donc je pense qu'on aura des résultats intéressants bientôt. Il nous reste 5 minutes et j'ai encore 5 questions, mais allez-y. Non, juste pour illustrer, quand j'ai dit la puissance publique et la puissance industrielle, pour le versant lorrain, c'est l'UMM Lorraine, le Conseil régional, l'Université de Lorraine, le Pôle emploi Grand Est et les CCI Grand Est. Et du côté luxembourgeois, c'est le ministère de l'économie à travers l'innovation, la Chambre de commerce de Luxembourg, la FEDIL. Oui. Donc c'est ça, cette réunion de puissance publique et industrielle. Un mot qui concernera plus les Alsaciens et notre intervenant balois. La question du foncier. Est-ce que le foncier est un frein actuellement au développement économique et notamment sur des grands projets transfrontaliers? Monsieur Meunier, Monsieur Sterlet. C'est effectivement... Quelle est la solution? Je crois que la solution, elle est déjà... Nous, enfin, en tout cas au niveau suisse, c'est pas forcément mon domaine et je connais pas tout. Au niveau suisse, 3 cantons se sont mis ensemble pour avoir une fonction de recherche de foncier et de recherche de projets d'investissement. Donc il y a un rapprochement et je crois qu'il y a la même chose au niveau alsacien, au niveau Grand Est, de rapprocher pour pas que Strasbourg soit concurrent de Colmar ou de Mulhouse, etc. là-dessus. Donc là, il y a une étape de plus. Je crois qu'au niveau trinational, au niveau de transfrontalier, il y a, moi, connaissance pas encore de projets réalisés, enfin de collaboration pour dire, on le partage, on le met sous le Rhin, on le met à gauche, on le met à droite, et qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on a encore un peu de place dans le canton du Jura disponible pour les projets d'envergure. Monsieur Sterlet. Oui, donc là, c'est le cœur de métier de la DIRA, historique d'ailleurs, avec nos collègues de Grantis Ninov, Invest Eastern France, la nouvelle agence d'attractivité. Simple, un projet de plus de 10 hectares, on ne peut plus faire en Alsace. Voilà. 10 hectares, ce n'est pas grand-chose. Pour un industriel, on a en ce moment pas mal de demandes pour des relocalisations de nouvelles filières. Dès que ça dépasse 10 hectares, on ne sait pas où les mettre. En Alsace, voilà. Donc, en Allemagne, c'est encore pire. Ils ont 10 ans d'avance sur nous sur la pénurie foncière, mais avec ce que nous promet le gouvernement avec la ZAN, zéro artificialisation net, on va encore réduire. Donc, on est en train de réfléchir, et c'est la deuxième partie de votre question, quelles sont les solutions? Et les solutions, il y en a de 2 types. C'est d'abord de faire des zones d'activité de haute intensité. Ça, c'est un premier sujet sur lequel on travaille. Et le deuxième sujet, on travaille avec l'ADIUS, un Planspiel, donc c'est des méthodes allemandes très originales. Projet Moreau, vous pouvez regarder sur Internet, c'est tout frais. On est en train de travailler entre Strasbourg et Karlsruhe et tous les territoires mitoyens d'identifier 4-5 zones d'activité clés et de les utiliser et de les gérer avec une gouvernance partagée. Alors, pour les élus locaux qui sont dans la salle, ils voient tout de suite les complications, mais on travaille sur cette simulation pour voir un peu qu'est-ce que ça pourrait être pour pouvoir utiliser au mieux les ressources foncières qu'on a sur notre territoire. Donc ça, c'est des sujets passionnants parce que un des enjeux pour nous, ce sera justement de garder cette attractivité, même si, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin,
90% de notre travail à l'ADIRA, c'est de l'endogène. C'est là que ça se joue. Et les 10% qui restent, on fait un peu d'exogène. Mais même pour de l'endogène, on a besoin de redéployer certaines industries. Et si on n'a plus de foncier, ça va être plus difficile dans les années à venir. Donc là aussi, il y a une transition, une mutation forte qui est en train de venir et que nous vivions. Merci, en saluant Monsieur le Préfet qui vient de nous rejoindre, si je reconnais bien sous le masque, oui, c'est ça. Une remarque, c'était une question que j'aurais voulu vous poser, mais on n'aura pas le temps, mais je vais me faire votre porte-parole, messieurs. La coopération transfrontalière, c'est d'abord un travail de long terme, personnel, avec des réseaux que chacun se crée, et finalement qui est lié à la proximité. Donc ça, c'était quelque chose qui est vraiment ressorti de notre réunion préparatoire. Dernière petite question, puisqu'il nous reste 2 minutes, c'est le temps que je vais vous laisser pour y répondre. Si vous deviez citer trois grands secteurs, 3 grandes filières de potentielle coopération transfrontalière, quelles seraient-elles? On a parlé un petit peu d'hydrogène. Est-ce que, je ne sais pas, Monsieur Meunier? Oui. L'intelligence artificielle nous semble très large. L'industrie 4.0, c'est fondamental pour la survie de nos territoires et la création de valeur sur nos territoires. La santé, le secteur, les entreprises industrielles se transforment, mais le secteur de la santé va se transformer aussi de manière radicale. Et là, il faut qu'on soit prêt avec des solutions, avec des concepts, avec des méthodes et tout ça. Par exemple. Monsieur Sterlet. Je rajouterais, l'hydrogène, c'est qu'un aspect, c'est une petite solution dans le grand problème de la décarbonation et des énergies de demain. Donc l'hydrogène, certainement, mais pas que. Et puis, le problème des plastiques issus de la pétrochimie, qui aujourd'hui, c'est notre quotidien. Il n'y a qu'à voir autour de nous, il n'y a que de la pétrochimie. C'est les nouveaux plastiques biosourcés, qui est un autre grand sujet. Et comme on a beaucoup de chimie le long du Rhin, à partir de pétrochimie, c'est comment on va reconvertir tout ça et comment on va aussi travailler sur ces questions où on a aussi beaucoup de ressources en bio qui pourront servir. Donc tout ça, c'est des thématiques d'avenir sur lesquelles on travaille. Joël Berger, à vous, le foncier, c'est moins problématique, même si au Luxembourg, ça ne doit pas être très, très simple. Quels sont les 3 principaux projets de développement de filières que vous envisagez et sur lesquels vous travaillez? Alors, dans le cadre de la grande région, ce n'est pas des filières, on a déterminé 6 secteurs. Le premier secteur, c'est l'automobile, qui touche tous les territoires de cette grande région. Le deuxième secteur, c'est les matériaux et procédés. Le troisième secteur, c'est l'énergie. Le quatrième secteur, c'est le Grand-Duché qui a souhaité le mettre, c'est le spatial. Et le 5e secteur, c'est le bois. Donc, et ce sont des secteurs qui sont communs et identitaire de ces territoires. Monsieur Dieterlen. Moi, j'aurais l'approche plutôt universitaire et comment c'est organisé EUCOR autour de 4 grands axes. Un sur les sciences quantiques, donc on en voit tout un champ d'application. L'un sur, on a parlé beaucoup de la médecine, mais on va parler de médecine personnalisée, de l'évolution. Il y a vraiment, même les industriels poussent à ce qu'on travaille sur ces sujets-là dans le cadre d'EUCOR. La durabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure autour des énergies renouvelables, c'est cet axe-là. Et puis le dernier, mais on en a un peu parlé souvent et qui nous ramène vers les sciences humaines, c'est les identités européennes. Et quelque part, c'est un sujet aujourd'hui qui peut... Voilà, une sorte de conclusion là, sur les identités européennes. On est au cœur des identités européennes. Voilà. Vous pourriez y passer quelques heures. On pourrait. Merci messieurs. Anaïs, je vous rends le micro, il est 12h02. Donc...